dis jamais la même chose. Aujourd'hui, on se réunit pour vous parler d'édition. Et cette fois, on voudrait vous plonger un petit peu dans notre quotidien d'éditrice et donc vous raconter un petit peu qu'est-ce qu'on fait de nos journées, Oui. grosso modo. Voilà. C'est quoi exactement les tâches d'une éditrice? Parce qu'on pourrait croire qu'il s'agit juste de lire des manuscrits et d'appeler des auteurs, mais c'est un tout petit peu plus complexe que ça. C'est ça. Et puis, moi, j'ai tout le temps des questions. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que tu lis les livres? Est-ce que tu les corriges? Est-ce que tu les écrits aussi, parfois? Parfois. Voilà. Non. Donc, on est là pour clarifier un peu les choses, pour que vous voyez un peu mieux c'est quoi le rôle d'une éditrice dans une maison d'édition. Moi, il y a une définition qu'on m'a fait une fois du métier d'éditeur que j'ai trouvé très juste. C'est de dire que c'est un peu le chef d'orchestre ou le chef de projet d'un livre. C'est lui qui va coordonner tous les intervenants qui vont participer à la conception, à la fabrication, à la production d'un livre. Ouais, c'est aussi ce qu'on m'avait dit en master d'édition, que c'était celui qui chapeaute le projet et qui fait en sorte que de sa conception jusqu'à sa réception chez le libraire, tout se passe bien. Le métier d'éditeur est très varié. C'est-à-dire que d'une maison d'édition à une autre, d'un livre à un autre, les tâches ne seront pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler sur un livre de cuisine comme on va travailler sur un livre pour les bébés, comme on va travailler sur un roman. Et même au sein des romans, par exemple, il y a des achats étrangers. On ne les travaille pas de la même manière que des romans français, soit qu'on commande à des auteurs, soit qui nous arrive d'eux. Voilà. Il y a mille et une façons d'aborder le métier de l'éditeur et donc chaque livre va nous demander quelque chose d'un peu différent. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va choisir chacune un type d'ouvrage et on va vous faire un petit peu le déroulé de voilà, on me confie ce type d'ouvrage, maintenant qu'est-ce que je fais et comment ça se passe? Alors pour ma part, je vais choisir un beau livre, donc un beau livre d'art avec de l'iconographie d'œuvres d'art et du texte. Et pour ma part, je vais prendre un livre jeunesse illustré de commande, c'est-à-dire que à la base il n'y a rien et juste on apporte une idée et voilà, de l'idée jusqu'à la finalisation. Pour commencer, je dirais que la première étape, c'est de faire ce qu'on pourrait appeler une fiche livre. Enfin, ça a plein de noms différents en fonction des maisons d'édition. C'est en gros une fiche concept. On a l'idée d'un type de livre qu'on veut faire, donc dans mon cas, un beau livre. On a une idée de cible, donc moi, plutôt un public adulte, connaisseur. On peut aussi avoir une idée du prix, ce qui va nous permettre déjà de commencer à réfléchir si on veut un objet cher ou si on veut un objet pas cher. Donc moi, comme c'est du beau livre, on sera forcément sur un prix assez cher après à voir où est-ce qu'on se situe exactement sur la fourchette, parce que le livre cher, ça peut aller de 25 € à 80 € dans le beau livre, voire même encore au-dessus. Donc moi, j'ai fait plutôt des livres autour de 30 € à peu près. Et puis après, l'orientation qu'on veut prendre, qu'est-ce qu'on a envie de dire globalement dans ce livre, pourquoi est-ce qu'on le fait et c'est quoi son plus par rapport à ce qui existe potentiellement déjà sur le marché. Moi, je rajouterais juste une case aussi, on se demande où il va être placé en librairie. Une fois qu'on a un peu répondu à toutes ces questions et qu'on a quelque chose de pertinent, parce que parfois on n'a pas quelque chose de pertinent et on s'arrête là, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ne va pas plus loin. Mais si on se dit qu'à première vue, ça rentre dans notre ligne éditoriale, l'idée est pas mauvaise, c'est le moment de lancer le projet. La première question qu'on va se poser, c'est qui va écrire le livre? Et c'est là qu'on choisit un auteur, puisque nous, on vous parle vraiment de livres de commande, donc c'est-à-dire que c'est les éditeurs qui vont vers les auteurs pour leur proposer de développer un projet. Moi, dans le beau livre, j'ai fait deux types de livres. Le premier où, oui, j'avais un auteur qui écrivait ou qui choisissait des textes pour moi. Et j'ai aussi fait parfois du livre où c'est moi qui choisissais les textes, c'est-à-dire que j'avais le thème, l'intention, etc. J'avais une base de données avec plein déjà de textes voilà, que la maison d'édition avait déjà publié sous d'autres formats, des dizaines et des centaines de textes, et c'est moi qui faisais la sélection des textes en fonction de leur pertinence par rapport au livre qu'on allait faire. Dans le cadre d'un documentaire, par exemple, jeunesse, on va avoir ce qu'on appelle un chemin de fer, qui est une pagination précise
et ce qu'on va mettre dans chaque page. Selon son idée, on adapte aussi et on crée le chemin de fer avec un calibrage. Donc ça vient en deuxième partie, j'ai envie de dire. Une fois qu'on a commencé à envisager les choses avec la graphiste ou le graphiste avec lequel on travaille, là on va commencer à parler maquette pour pouvoir ensuite, une fois qu'on a notre auteur, lui dire je veux tel type de texte, mais aussi un certain nombre de signes. Quand on parle calibrage, on parle en termes de nombre de signes. Et donc l'auteur doit rentrer parce que une page reste ce qu'elle est. Voilà, on va pas écarter les marges pour faire rentrer plus de texte parce qu'il faut que ça reste lisible et agréable à la lecture, surtout en jeunesse. Et donc voilà, on se pose toutes ces questions-là en amont pour pouvoir lancer le projet de manière la plus fluide possible. Parce que c'est important de passer tout de suite une commande à l'auteur qui va correspondre à ce qu'on a vraiment besoin pour éviter 25 000 allers-retours inutiles. En parallèle de tout ce travail-là de conception, de lancement doucement du projet, on réfléchit évidemment aussi à l'objet en lui-même. Donc évidemment, pour avoir un calibrage, un chemin de fer, on sait déjà à peu près quel format on va avoir d'ouvrage. Est-ce que ça va être tout petit? Est-ce que ça va être très grand? Est-ce qu'on va partir sur un livre plutôt broché, relié? C'est aussi lié à cette question du prix du livre. Tout va un petit peu ensemble puisqu'il faut faire un objet qui matériellement va correspondre à un prix de vente qui va être logique. On fait pas un livre, un très beau livre qu'on va faire payer très peu parce qu'en fait finalement on va y perdre financièrement. Et donc pour ça on travaille, en tout cas dans le groupe où on est, avec un service de fabrication qui est composé de fabricantes qui font le lien entre l'imprimeur et nous pour partir à la quête de devis de fabrication et aussi parfois pour nous proposer des solutions moins coûteuses ou alors des choses qui sont développées ces dernières années chez les imprimeurs. Enfin voilà, c'est elles qui ont un peu le... Je dis elles parce que souvent ce sont des femmes. Dans notre service, voilà, ce sont des femmes. Beaucoup. Et donc du coup, elles peuvent nous proposer aussi des objets intéressants auxquels on n'aurait pas forcément pensé, et inversement. Parfois on vient avec des idées un peu farfelues. On leur dit je voudrais faire une boîte de chocolat mais en livre. Véridique, je l'ai déjà fait. Et donc du coup, voilà, pour nous offrir des possibilités. Et puis elle démarche des imprimeurs sans cesse pour avoir les mettre un peu en concurrence et avoir les meilleurs prix aussi, selon aussi ce qu'ils savent faire, selon ce qu'ils peuvent faire. Et donc tout ça, après on travaille sur un budget pour notre livre, parce que tout part de là quand même. Savoir si un livre va être rentable ou pas. Il y a malheureusement certains projets qui sont abandonnés parce que pas assez rentable. Tout ça, ça se fait un peu en même temps, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui avance d'un côté, de l'autre, et puis après tout se réunit, et puis on est prêt, quoi. Moi, je vais juste rajouter pour le livre jeunesse illustré, c'est la recherche d'illustrateurs. Parce que forcément, un projet, selon sa cible, enfin, une fois qu'on a bien en tête quelle cible on cherche à atteindre, quel style on veut donner au livre, etc., bah, l'illustration, c'est aussi ça qui va bien orienter le livre et lui donner son aspect aussi visuel fort. Donc forcément on recherche des illustrateurs sans cesse pour correspondre à un style particulier, parce que des illustrateurs il y en a à foison. On va faire une énorme recherche, soit parmi les illustrateurs avec qui on a déjà travaillé, avec qui ça s'est bien passé, qui nous connaissent, qui savent comment on travaille et qui correspondent au projet. Soit on va aller rechercher dans les agences d'illustration ou alors des books sur internet. C'est très très varié. Notre œil est tout le temps à l'affût de tel ou tel illustrateur pour repérer aussi les styles aussi qui sont un peu à la mode. Aujourd'hui, alors il y a encore une fois, il n'y a pas une mode, il y en a plein selon le public, mais voilà, on est toujours à l'affût. Et c'est vrai que quand des illustrateurs, moi ça m'arrive d'avoir des illustrateurs qui m'envoient leur book,
Mais si j'ai pas de projet qui correspond, Mmh. je vais pouvoir leur dire, «Bah, oui, c'est super ce que vous faites, j'aime beaucoup, mais là, à l'heure actuelle, j'ai pas de projet à vous proposer Mmh. parce que j'ai rien qui colle à votre style». Voilà, faut pas le prendre mal, c'est juste que C'est en fonction des projets. exactement, c'est le projet, en Mmh. fait, qui va Mmh. aller, rechercher un style et c'est rarement, en tout cas dans les livres de commande, c'est rarement le style d'un illustrateur qui va, faire émerger un projet. Mmh. Et de la même façon, il y a un travail aussi qui est très important, c'est le travail de recherche de concurrence et de regarder ce qui se fait dans le marché. Voilà, de voir en niveau 1 de concurrence, donc c'est-à-dire la concurrence directe, qu'est-ce qui est fait par rapport à notre projet? Est-ce que du coup le nôtre est toujours pertinent ou pas? Ou est-ce que finalement c'est qu'un doublon de ce qui existe déjà? Ou au contraire, est-ce que, voilà, on arrive avec un projet, un peu novateur et dans ce cas-là, bah, comment est-ce que nous on peut le développer pour lui trouver une place, sur le marché? Une fois que le projet est validé, qu'on sait exactement Mmh. ce qu'on veut mettre, comment, et cetera, et ben, on lance, les auteurs, les Mmh. illustrateurs, toutes les personnes, en fait, qui Qui vont un vont peu, travailler. travailler sur ce livre. On travaille à la fois, l'intérieur d'un côté et les couvertures Ouais. d'un autre, et les couvertures qu'on essaye de travailler en amont, ce qui est pas toujours évident, Non. mais parce voilà, il y a des cycles de réunions commerciales, Mmh. qui sont vraiment, souvent très en amont de Très la tôt. publication, et donc en fait, parce que les commerciaux, c'est ceux qui vont faire le lien entre l'éditeur et le libraire, grosso modo, Mmh. et donc eux, ils ont besoin de matériel pour vendre notre projet, heu, Au libraire. aux libraires, qui eux, ensuite, vont pouvoir vendre à vous, Mmh. lecteurs. Et donc ça arrive assez tôt parce qu'ils parcourent la France à la rencontre de tous les libraires. Voilà. Donc on travaille, vachement le visuel, de couverture, le titre. Et parfois on nous demande aussi, moi j'ai déjà eu le problème, des pages intérieures aussi, très en amont. Et donc dans ces cas-là, on fournit parfois, des choses qui sont pas tout à fait abouties, mais qui l'idée à chaque fois vraiment c'est que, le représentant quand il va chez le libraire, il puisse dire: «Voilà, le livre il est original, il va apporter ça, regarde à quoi ça ressemble» et ça leur permet vraiment de vendre le livre, au libraire. Et donc l'intérieur, donc on lance à la fois, comme on disait, on a un calibrage, donc l'auteur Mmh. est lancé, il écrit de son côté. En parallèle, nous, alors soit on briefe en même temps, soit on attend d'avoir le Mmh. texte pour pouvoir briefer l'illustrateur sur quel type d'illustration on souhaite. Et puis pareil, le calibrage en fait, Mmh. donc la place, qu'auront les illustrations. Alors, on travaille aussi avec des maquettistes et des compositeurs, qui ne sont pas des compositeurs musicaux. On ne vous parle pas de livre CD ici. Mais en fait, le graphiste, c'est celui qui va travailler la maquette. Donc, qui vraiment va concevoir Mmh. de rien, ou enfin, on va lui donner des bribes de texte quand on en a. Au moins, enfin, il a le projet Voilà, en tête, au le moins un calibrage, calibrage. Mmh. et il va donc concevoir quel typo mettre, comment arranger les pages, voilà, c'est la maquette. Et ensuite, donc lui, il conçoit ça, et le compositeur, lui, ce qu'il va faire, quand c'est deux personnes différentes, parce que ça peut aussi être la même Mmh. personne, c'est qu'il va, ce qu'on appelle couler le texte. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura tout le texte, toutes les illustrations, etc., enfin tous les éléments pour vraiment faire le livre, eh bien il va prendre la maquette, enfin mettre le texte dans la maquette, et puis nous renvoyer un PDF complet de l'ouvrage, Mmh. qu'on va ensuite corriger, Relire. regarder pour voir s'il n'y a pas des erreurs dans Dans la la mise en page. composition, dans la mise en page, etc. Alors dans le cadre d'un beau livre, donc nous oui on a du coup le texte et d'un autre côté on a l'iconographie. Alors l'iconographie c'est quelque chose de très particulier. Alors il se trouve que j'ai eu l'immense chance de travailler avec une iconographe. C'est un métier qui a tendance aujourd'hui à disparaître parce qu'on a tendance à se dire que les éditeurs peuvent faire le travail d'iconographe. Alors oui et non. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est vraiment un travail très spécifique parce que c'est à la fois une réelle connaissance de ce qui existe dans les fonds,
donc un vrai savoir intellectuel, voilà, c'est des gens qui sont au courant de choses que j'ose même pas imaginer. Et de l'autre côté, qui sont un peu commerciaux, on va dire, parce qu'ils vont devoir négocier aussi des prix pour avoir les images à un tarif le plus avantageux possible, parce que les images, ça coûte très cher. En tout cas, quand on fait les choses correctement, ça peut coûter très cher. Et c'est vrai que j'étais dans une maison où l'iconographie avait une place extrêmement importante. Ça faisait d'ailleurs toute la réputation de la maison d'édition. Et du coup, on a toujours travaillé de façon très carrée avec les agences. Donc en fait, les images d'œuvres d'art, on les trouve dans ce qu'on appelle des agences photographiques. Donc ce sont des entreprises qui récupèrent les fonds photographiques à différents endroits. Donc ça peut être dans des musées, mais il y a aussi tous les fonds personnels, donc tout ce qu'on appelle les collections privées. Il y a aussi tout ce qui passe par exemple chez Christie's, donc qui sont vendus aux enchères. Enfin voilà, il existe plein de fonds photographiques et l'iconographe est au courant de quel fonds et où, dans quelle agence, à quel prix, etc. Enfin c'est vraiment un travail incroyable. Et donc, en gros, l'image, il faut déjà, un, la trouver, deux, l'acheter, et trois, eh ben, il faut la traiter. Ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, donc on choisit les images. Donc, en général, c'est vrai que nous, on attend souvent d'avoir les textes pour pouvoir faire ce qu'on appelle des réunions iconographiques, où on se réunit, donc il y a l'éditeur, le directeur éditorial, l'iconographe et le graphiste, pour se dire on a notre chemin de fer, on sait à peu près où on va avoir des images pour choisir quel type d'image on veut où et donner un brief de recherche à l'iconographe. L'iconographe va chercher les photos, elle va sortir plein de choses et puis après on va se réunir pour choisir les images qu'on va mettre où, ou alors on va la rebriefer pour qu'elle recherche des choses encore plus précises. Voilà, c'est un peu un jeu de ping-pong ensuite entre l'éditeur et l'iconographe pour trouver les bonnes images. Et puis parfois il y a aussi l'auteur qui peut intervenir évidemment dans le choix des images. Si le texte commente les images, dans ce cas-là évidemment l'auteur est important. Et une fois qu'on a les images, et ben c'est pas tout, il faut les mettre dans la mise en page mais il faut surtout les traiter. Parce qu'en fait, le problème des photos d'œuvres d'art, c'est que parfois ça reste une photo, donc il peut y avoir des défauts. Et donc il y a un très gros travail de ce qu'on appelle la chromie. La chromie, c'est la couleur, pour qu'on ait un rendu le plus impeccable possible de l'œuvre d'art. Donc parfois ça peut être trop noir, donc on dit que c'est bouché, donc c'est-à-dire qu'il faut déboucher l'image. Parfois il y a un flash aussi, et donc il faut retirer ce flash. Parfois il y a aussi des œuvres d'art qui sont très abîmées, et puis alors là on est dans de la restauration virtuelle d'œuvres d'art, donc on va aller retirer la petite fissure qui se place en plein milieu du visage du personnage principal de l'œuvre, donc parfois il y a des petites différences avec les vraies œuvres, mais l'idée c'est de sublimer l'œuvre d'art, et ça c'est une étape qui prend beaucoup de temps, enfin en tout cas qui n'est pas du tout à négliger, parce que c'est un très gros aller-retour entre ce qu'on appelle le photograveur, qui est celui qui va s'occuper de travailler la chromie de l'image, et nous, et la maison d'édition, pour ajuster les images. Et puis on tire ce qu'on appelle des chromalins. Chromalin, c'est une marque. Donc c'est un tirage photo, on va dire, qui va nous permettre d'avoir un support pour la couleur, et se dire ok, l'image elle est bien comme ça, et ce chromalin est envoyé à l'imprimeur, comme ça lui quand il va tirer le livre, il va pouvoir comparer le chromalin avec son tirage pour voir si les couleurs sont bien calibrées pareil, parce que sinon tout ce travail de chromie il a servi à rien. Chaque machine a ses propres propriétés. Voilà, ses propres réglages. Dans la production, ce qu'on a aussi, c'est l'étape de la correction. Oui. Qui est souvent la première chose sur laquelle les gens râlent. Sachez qu'il y a plusieurs étapes de correction. Ouais. Une fois qu'on a le texte, nous on le passe dans un logiciel de correction. Donc il y a un logiciel qui fait une première étape de correction, qu'on valide ou pas, parce que des fois il nous propose des choses qui ne sont pas justes. Ça lui arrive aussi. Alors j'ai une petite anecdote. Une fois il a remplacé, et malheureusement on l'a pas vu, le mot épiclèse, c'est un mot un peu technique, par le mot épilé. Voilà, c'était pas tout à fait la même chose. Voilà, ce genre de choses arrive dans les logiciels. Donc ne dites pas que la correction par logiciel est bien meilleure. Oh non, C'est faux. c'est pas le cas. Voilà. Donc il y a cette première étape qui est faite. Nous on passe aussi sur une étape de correction avant de l'envoyer en composition, donc chez le compositeur comme je vous l'ai expliqué.
Et ensuite, une fois qu'on a le PDF complètement, donc le texte complètement mis en page, on l'envoie à un ou plusieurs. Sur des gros projets, ça nous est arrivé d'envoyer à plusieurs correcteurs ou une correctrice qui, là, va tout vérifier. Alors, on peut demander des corrections un peu particulières sur certains livres, par exemple sur les documentaires historiques, elle va aussi faire, on peut lui demander une recherche un peu historique de vérification, si nous, on n'a pas eu le temps de le faire avant, parce que ça nous arrive aussi de faire ce genre de choses dans notre métier d'éditeur. Donc voilà, on peut aussi lui demander un œil particulier sur la mise en page, quand c'est une mise en page un peu complexe. Voilà, et sinon, elle fait une correction orthotypo basique, c'est des gens formés pour ça, qui connaissent très bien la langue française. Et tous ces ressorts et retorts. Est-ce qu'il y en a pas? Il y en a beaucoup. Voilà. Et une fois qu'on reçoit tout ça, on reçoit aussi s'il y a d'éventuelles corrections de l'auteur lui-même également. On renvoie tout ça au compositeur qui lui intègre les corrections. Encore une fois, c'est une personne qui fait ce travail. L'erreur est humaine et donc il est facile des fois d'avoir des petits problèmes de correction mal intégrée, etc. C'est là où nous, quand on reçoit de nouveau les épreuves, on vérifie. Encore une fois, nous sommes humains. Il se peut qu'on passe à côté d'une correction mal intégrée. Ou alors, parfois, comme on vérifie pas tout le texte, parce qu'on va pas relire à chaque fois, si c'est un livre de 400 pages, les beaux livres, oh là là. c'est compliqué de tout relire mot à mot pour vérifier qu'il n'y a pas, le compositeur s'est pas trompé dans l'intégration d'une correction qu'il a mis ailleurs. Donc en fait, nous, on vérifie par rapport à ce qu'on a, là où on a demandé les erreurs. Si elle a été intégrée ailleurs, il se peut qu'on voit pas ça. Et ça arrive, je vous parle aussi un petit peu de choses du vécu. Puis parfois, il y a aussi des bugs logiciels. Moi, j'ai eu le droit sur un livre, c'était un roman, une page qui sautait, un PDF sur 2 qu'on faisait. Et en fait, heureusement, j'ai tout revérifié une dernière fois, parce qu'il y avait une page blanche qui se baladait en plein milieu de l'ouvrage. Zéro explication sur pourquoi elle était là. C'était juste un bug du logiciel. Voilà, donc la correction, on fait au mieux. Voilà. Mais encore une fois, l'erreur est humaine. Et donc, il y a plusieurs passages de correction qui sont faits. Il y a toujours plusieurs personnes qui vérifient, qui relisent, qui revérifient, etc. Mais au bout d'un moment, il faut que ça parte. Et puis, on n'a plus l'œil. Oui, c'est ça. En fait, à force de relire le même ouvrage, parfois on n'a plus le recul, même le graphiste. On n'a plus le recul sur ce qu'on est en train de faire. Et donc parfois c'est un peu compliqué de se replonger dedans et de ne pas voir les énormités qui auraient pu nous sauter aux yeux. Alors, mais en fait c'est glissé au milieu de 400 pages et voilà, ça peut nous échapper. Et pour autant, les éditeurs en général ont plutôt des yeux de lynx. À traquer les petites coquilles partout, les petits traits en trop sur un bord de page. La petite césure qui va pas aller correctement. C'est vrai que j'ai toujours une étape avant d'envoyer le livre en impression où je reprends tout et où je fais aussi appel à mon instinct parce que souvent il y a des choses où je sais qu'il y a un truc qui me dérange sur cette page mais je sais pas ce que c'est. Je me dis il y a forcément un truc et je cherche et je finis toujours par trouver quelque chose. C'est une technique assez efficace. Une fois qu'on a dans notre projet corrigé, écrit, illustré, tout beau, finalisé, tout on l'envoie en impression. Voilà. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le BAT, le bon à tirer. C'est un fichier HD en général qui est revérifié par les graphistes pour voir si le PDF est aux bonnes normes. C'est ça, c'est du quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Pour vous donner quelques mots, il y a les mots comme faux gras, comme problème de typo non vectorisé qui ne remontent pas, des problèmes d'ancrage aussi, voilà, des trucs très techniques qui sont liés aussi au métier de graphiste. Exactement. Et donc, une fois que c'est parti chez l'imprimeur, lui, il va le placer dans ses machines. Bon, après, tout dépend quel imprimeur, si c'est un imprimeur numérique, si c'est un imprimeur classique. Mais en gros, nous, ce qu'on reçoit après de l'imprimeur, la première chose qu'on reçoit, ce sont les traceurs pour vérifier
qu'il n'y a pas justement de bug informatique Ouais. et que une typo n'a pas sauté, que les pages sont dans le bon ordre, que voilà, il n'y a pas Tout de est bien calé, quoi. mini correction à faire ou quoi que ce soit. C'est une étape où techniquement on n'a plus vraiment le droit de faire des corrections, mais évidemment si on voit une énorme erreur, on peut encore la modifier et renvoyer la page. C'est ça. Parce que ça coûte cher ce genre de correction. Ah ouais, parfois ça peut monter jusqu'à 60-80 € la page de correction. Une fois qu'on a validé ces traceurs auprès de l'imprimeur, il commence à imprimer les cahiers. On va pas rentrer dans les détails techniques de la fabrication. Ce sera une autre vidéo. Mais en gros, les livres sont faits par cahier. Et on reçoit ce qu'on appelle des bonnes feuilles, qui sont là donc les pages imprimées, mais pas reliées. Et donc, les bonnes feuilles, donc on les reçoit physiquement. Par courrier. C'est ça. Et on doit vérifier qu'ils n'ont pas inséré un cahier à l'envers ou alors un cahier à la place d'un autre, etc. Donc on vérifie vraiment là, plus de correction sur les pages elles-mêmes. En fait, c'est imprimé. L'imprimeur, il attend juste ce qu'on appelle le bon à relier à cette étape-là. Voilà. Et donc on vérifie l'ordre des pages, etc. On les valide. Et puis là, c'est parti. C'est parti. Ils impriment tout. Ils les font... ils les envoient. Donc il y a du transport aussi. Et puis nous, on reçoit généralement des ouvrages avant-coureurs, ce qu'on appelle des avant-coureurs, pour vérifier que l'impression est bien conforme à ce qu'on voulait, etc. Mais là, à cette étape-là, on ne peut plus rien faire de toute façon, puisque tout a été imprimé. Sauf juste se dire, on est content, on est déçu, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Après, quand il y a une erreur de l'imprimeur, là, c'est différent. Voilà, parce que moi ça m'est déjà arrivé, où l'imprimeur avait tout relié et s'est rendu compte qu'il avait oublié de mettre le fer sur la couverture, sauf que le fer c'était le titre. Donc en fait il y avait une très beau visuel de couverture, mais il n'y avait aucun titre dessus. Voilà, donc là c'est branle-bas le combat pour trouver des solutions, et en fait dans ce cas-là, en fait, c'était vraiment un oubli de l'imprimeur. C'est lui qui a essayé de trouver des solutions techniques. Il nous a présenté plusieurs solutions qui prenaient à chaque fois un temps différent, sachant que nous on avait un problème lié au fait que c'était un ouvrage qui devait sortir à une période très précise de l'année, et donc du coup on était lié au temps. Évidemment ça arrive au milieu du mois d'août, sinon c'est pas drôle quand il n'y a plus personne. Et enfin voilà, on a fini par trouver une solution qui était très bien aussi, mais voilà, il y a aussi ce genre de choses. Donc là on vous a dit les étapes. On vous a évoqué quelques petits problèmes. Il y en a 15 000 autres. Mais voilà, à chaque étape, il faut se dire qu'il y a plein de problématiques qui peuvent surgir. Voilà, pas toujours, heureusement. Non, il y a des livres qui se passent bien. Pas beaucoup, mais il y en a. Quand même. Voilà, donc là, on vous a fait un gros panel des différentes tâches, de la conception jusqu'à l'impression. On va pas aller au-delà, mais il y a aussi plein de petites tâches techniques, juridiques, les noms de droit. On écrit aussi les arguments commerciaux. C'est nous qui écrivons généralement les 4e de couverture. Enfin, on est en charge en tout cas de la gestion de la couverture, donc de la 4e aussi. Voilà, mais tout ça on ne détaille pas, c'est plein de petites tâches annexes qui peuvent prendre beaucoup de temps. Oui, parfois on peut passer beaucoup de temps sur un simple petit tranche-fil. Voilà. Le tranche-fil, c'est donc le petit ruban qui est en haut du cahier, en haut des cahiers sur le dos. Le livre relié. Voilà. Ouais, en gros, ce qu'on peut dire du métier d'éditeur, c'est qu'il faut penser à tout, tout le temps. C'est ça. Voilà. Et évidemment, c'est lui qui gère le planning pour que tout ça se passe dans les temps. Donc il fait un rétro-planning en disant à telle date faut qu'on en soit là, à telle date faut qu'on fasse ça, pour que derrière le livre parte en impression selon la date qui a été fournie par l'imprimeur. Évidemment, on ne travaille pas sur un seul livre en même temps. Non. Et on va terminer là cette vidéo qui va être déjà un petit peu longue. On espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas sur le métier d'éditeur, sur les différentes tâches qu'on a évoquées. Et puis s'il y a des sujets autour de l'édition qui vous intéressent plus particulièrement, n'hésitez pas à nous en faire part. Comme ça, on réfléchira à une prochaine vidéo sur ce thème-là. Si vous avez été au bout de la vidéo, vous pouvez mettre une petite pile de livres en emoji, en commentaire. Oui. Voilà, ça sera très bien. On saura que vous avez été au bout.
Et du coup, bah, on vous souhaite des lectures pétillantes. Et de jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt. À bientôt.